Et je pense que, effectivement, la réitération de ces discours particulièrement islamophobes, l'inscription dans la loi de ce type de représentation islamophobe, l'application de cette loi, le fait que des associations syndicatives des musulmans aient été visés, et je pense en particulier au CCIF, mais pas uniquement, l'ensemble risque effectivement de peser assez lourd maintenant que l'on connaît le rapport de force, qui est un rapport de force très dégradé, en tout cas sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 5 ans, entre les deux candidats qui subsistent, d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre évidemment Marine Le Pen. Alors, donc là, en fait, on est entre les deux tours et donc on a, c'est un face-à-face Macron-Le Pen. Et bon, vu la politique des 5 dernières années de Macron, surtout les 2 dernières années avec la personnalité qu'il a, bien sûr, il s'est mis à dos une grande partie de la population qui ne veut plus entendre parler de lui. Et donc, on voit le slogan « Tout sauf Macron » qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Et par contre, il semblerait que les gens qui portent ce slogan ne réfléchissent pas trop aux conséquences de l'alternative pour les musulmans notamment. Donc, il y a une espèce d'insensibilisation ou de désensibilisation des musulmans, enfin vis-à-vis des musulmans qui a été opérée au niveau de la société. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce qui leur arrivera, à la limite, ils le méritent presque. Est-ce que c'est quelque chose qui ferait partie, donc cette désensibilisation, qui ferait partie de cette pensée de l'islamophobie qui trouverait un écho dans une société? Tout d'abord, relativement à la présidence d'Emmanuel Macron et au quinquennat qui vient de s'écouler, il est assez clair qu'en ces matières et relativement aux politiques islamophobes et à ce qui doit être effectivement qualifié comme une islamophobie d'État, Emmanuel Macron et son gouvernement ont prolongé ce qui s'était progressivement, voire très brutalement, mis en place antérieurement à la suite notamment des terribles attentats qui ont frappé la France en novembre 2015 et qui ont contribué, c'est lié aux choix politiques qui ont été faits à l'époque. Ce n'était pas inscrit en soi dans les attentats, des choix politiques qui ont été faits et qui ont contribué à effectivement renforcer ces discours islamophobes et contribuer à banaliser toute une série de dispositions d'exception. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron et son gouvernement ont poursuivi et persévéré dans cette voie. La loi dite contre le séparatisme en témoigne. Je voudrais juste faire une petite incise sur l'intitulé originel de cette loi, puisque Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris un néologisme, celui de séparatisme, dont il faut rappeler qu'il a été forgé par l'extrême droite. Et que ce néologisme vise à faire croire qu'il y aurait en France des hommes et des femmes qui, pour des raisons religieuses, feraient peser au fond une menace existentielle sur l'intégrité de la République, sur l'intégrité de ses territoires, sur l'intégrité de ses principes. Et le fait que ce type d'accusation soit reprise par le chef de l'État et le gouvernement, et non pas seulement reprise de façon discursive, rhétorique, mais que cette thèse soit désormais inscrite dans la loi, est évidemment tout à fait inquiétant et témoigne de la banalisation au plus haut niveau de l'État de cette islamophobie contemporaine. L'autre élément qui est lié à ce premier point, c'est que on a assisté à une sorte de course à l'échalote entre, d'une part, Marine Le Pen
et d'autre part, certains membres du gouvernement, et je pense en particulier à Gérald Darmanin, qui a osé, dans une réplique qui, sans doute, risque de peser assez lourdement dans ce qui va se passer jusqu'au second tour des élections présidentielles. Gérald Darmanin, faut-il le rappeler, avait osé dire, répliquant à Marine Le Pen, qu'il la trouvait plutôt molle sur le terrain de la lutte contre l'islamisme. Au fond, ce gouvernement a cherché et effectivement parvenu à banaliser d'une part les propositions de Marine Le Pen et les positions qu'elle n'a cessé d'exprimer pour apparaître comme le rempart le plus efficace contre l'islamisme tel qu'il est pensé et d'autre part contre la menace réputée particulièrement importante du séparatisme. Et je pense que effectivement la réitération de ces discours particulièrement islamophobes, l'inscription dans la loi de ce type de représentation islamophobe, l'application de cette loi, le fait que des associations significatives des musulmans aient été visées, et je pense en particulier au CCIF, mais pas uniquement, l'ensemble risque effectivement de peser assez lourd maintenant que l'on connaît le rapport de force, qui est un rapport de force très dégradé, en tout cas sans commune mesure avec ce qu'il était il y a 5 ans, entre les deux candidats qui subsistent, d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre évidemment Marine Le Pen. La position de Macron, quand même, c'était une islamophobie, mais pas totalement assumée, alors que, bien sûr, côté Le Pen, c'est un peu son porte-étendard. Qu'est-ce qui changera, à votre avis? Alors, si Macron, bien sûr, fait un deuxième mandat, cette situation ne va pas s'arranger pour les musulmans, puis pour tout le monde d'ailleurs, mais peut-être les musulmans en particulier, parce qu'ils sont désignés comme ennemis officiels. Mais si jamais c'est Marine Le Pen qui remporte le deuxième tour, qu'est-ce qui changera, à votre avis, en termes de politique donc de l'État français, hein, qui est déjà extrêmement islamophobe, hein, ça, tout observateur objectif l'admettra. Alors, tout d'abord, assurément, la France, en matière d'islamophobie politique et d'islamophobie inscrite dans des dispositions juridiques, est un pays qui, de ce point de vue-là, se distingue. Et par ailleurs, il est tout à fait possible d'objectiver les discriminations qui affectent effectivement les musulmans français et les musulmans qui vivent en France. C'est objectivé par des études significatives, c'est objectivé par des rapports qui ont été publiés par le défenseur des droits, c'est objectivé par des rapports de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est objectivé par des rapports de l'Union européenne, et cette islamophobie, faite de politique publique, il y a des enquêtes qui sont en train d'être conduites, il y a des témoignages qui ont été récemment publiés par un certain nombre de journaux, produit des effets dans la mesure où un certain nombre de Français musulmans décident, lassés des attaques dont ils sont l'objet, lassés également bien sûr des discriminations qui les affectent dans le cadre de leurs études, qui les affectent sur le plan professionnel et salarial. Un certain nombre d'entre eux ont fait le choix de quitter la France parce qu'ils ne supportaient plus la situation qui leur était faite et ils ont trouvé ailleurs qu'en France, effectivement, parfois des situations où ils pouvaient enfin vivre leur religion sans être suspectés d'islamisme, sans être suspectés de séparatisme, et où ils pouvaient enfin aussi échapper en tout ou partie donc à ces discriminations. Si Emmanuel Macron est réélu, je n'ai pas beaucoup, hélas, de doute sur le fait qu'il va, comme il l'a déjà fait de façon démagogique et pour des raisons bassement politiques, continuer d'exploiter ce filon si tel est ses besoins. Et de ce point de vue-là, les choses ne vont pas beaucoup changer. Tout dépendra de la conjoncture à la fois nationale et internationale. Et d'autre part, là, si par catastrophe,
Marine Le Pen accédait au pouvoir, on changerait vraisemblablement, pas forcément immédiatement de régime, mais à n'en pas douter, elle chercherait à appliquer le projet qui est le sien, et bien sûr, dans ce cadre-là, les musulmans, les étrangers en général, les migrants seraient et seront plus que jamais considérés comme des ennemis intérieurs, et étant considérés comme des ennemis intérieurs, faisant encore une fois peser une menace existentielle sur la République, il n'est pas douteux que à cette situation réputée exceptionnelle viendront s'ajouter des dispositions elles-mêmes exceptionnelles, légitimées par le caractère prétendument exceptionnel de la situation, et que l'on risque d'assister à un durcissement très significatif des dispositions à l'endroit des musulmans, à l'endroit des étrangers en général et à l'endroit des migrants plus spécifiquement. Ceci débouchant au-delà des musulmans, vraisemblablement sur une remise en cause radicale d'un certain nombre de droits fondamentaux de ces étrangers et d'un certain nombre de droits fondamentaux de ces migrants, et une remise en cause relativement, notamment aux demandeurs d'asile, une remise en cause radicale de la Convention de Genève, permettant à celles et ceux qui sont persécutés pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons de genre, pour des raisons d'orientation sexuelle, de bénéficier d'une protection internationale. Alors, effectivement, si Marine Le Pen est élue, ça va certainement changer beaucoup de choses au niveau institutionnel notamment. Alors, ça va sûrement beaucoup empirer les choses, effectivement, pour les ennemis intérieurs, en effet. Mais au-delà, est-ce que vous pensez que dans le projet de Marine Le Pen, il y aura à un certain moment une dérive totalitaire, hein. Bon, pour l'instant, on pourrait facilement dire que la France est un État, enfin, que l'État français est un régime autoritaire, parce que beaucoup de choses passent par la force quand même. Mais est-ce qu'on pourrait basculer dans le totalitarisme avec Marine Le Pen, ou alors avec Macron aussi, parce que quand même, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui, il y a quelques jours, enfin, il y a un gros scandale qui l'a touché, vis-à-vis des fameux millions qu'il aurait gagnés et dont il n'y a pas de trace. Et sachant que voilà, 5 ans, ça passe très vite, même 7 ans, ça passe très vite, il va peut-être essayer de trouver d'autres moyens de s'accrocher. Donc, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque quand même en France, avec Le Pen ou Macron, qu'il y ait une dérive totalitaire pour le coup? Alors d'abord, relativement à Macron, le retour, si je puis dire, d'une république autoritaire n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Faut-il rappeler que la Troisième République a dans certains cas été une république particulièrement autoritaire et particulièrement violente, particulièrement discriminatoire, à l'endroit notamment des colonisés, mais bien sûr aussi à l'endroit des Nord-Africains présents sur le territoire national, qui ne disposaient pas des mêmes droits et libertés démocratiques que les Français, et ce jusqu'en 1945. Faut-il rappeler que la Quatrième République, celle qui va être impliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la guerre d'Algérie, a également été une république particulièrement violente, particulièrement autoritaire, qui a voté pour faire face à l'exceptionnel de la situation ouverte par le 1er novembre 1954 en Algérie, des dispositions d'exception portant atteinte de façon fondamentale et radicale à un certain nombre de droits et libertés démocratiques. Et ceci pour rappeler au fond que dans un certain nombre de situations passées, jugées par ceux qui étaient au pouvoir comme exceptionnelles, la République a souvent fonctionné de façon républicaine pour une partie de la population et de façon terriblement autoritaire, terriblement brutale pour une autre partie de la population identifiée comme justement ennemis intérieurs. Et à ces ennemis intérieurs, il a été considéré par le passé comme parfaitement légitime de recourir à des dispositions d'exception et à des violences extrêmes. Et quand je dis violence extrême, je pense en particulier au sort qui a été réservé à ceux qui étaient des Français, mais en Algérie juridiquement, mais qui étaient pensés non plus comme des Français, mais comme des suppôts de l'organisation terroriste de l'EFLN, et en rappelant que ces traitements d'exception infligés à une partie du
corps national, et à une partie du corps national pensée comme faisant peser encore une fois une menace terrible à ce corps national, que ces dispositions et ces pratiques d'exception n'ont pas seulement été mises en œuvre en Algérie, mais qu'elles l'ont été également en métropole. C'est le cas avant, pendant et après le 17 octobre 1961, où l'on sait, grâce à un certain nombre de témoignages de contemporains, corroborés maintenant par des ouvrages d'histoire, de sciences politiques et de sociologie, combien la pratique de la torture, la pratique de la disparition forcée, la pratique des exécutions sommaires, le recours à des dispositions racistes est tout à fait possible au sein de la République. Donc, je crois que nous sommes plutôt les témoins d'une dérive autoritaire de la République que, relativement à Macron, que de l'avènement d'un régime totalitaire qui est, encore une fois, complètement autre chose et qui suppose au moins la destruction radicale d'institutions républicaines, démocratiques et de tout pluralisme politique, partisan, associatif, culturel et religieux. Je considère que la situation est relativement grave en France, mais il faut raison garder. Nous n'en sommes heureusement pas là. Relativement au projet défendu par Marine Le Pen, à l'évidence, je pense que le projet qu'elle entend mettre en œuvre est un projet qui pourrait déboucher effectivement sur, là aussi et là encore, une remise en cause radicale d'un certain nombre de droits et libertés pour une partie de la population, et en partie de la population française, préjugé de la question de savoir si le projet ultime de Marine Le Pen est de s'inscrire dans le cadre d'une république particulièrement autoritaire, c'est-à-dire de l'avènement de ce qu'on redécouvre aujourd'hui, à savoir des régimes que l'on qualifie, le terme n'est pas du tout nouveau, il a été abondamment utilisé au XIXe siècle, de régimes qu'on qualifie d'illibéraux. Il est pour le moment, je crois, très difficile de le savoir, dans la mesure où tout dépendrait de l'usage qu'elle fera du pouvoir. Mais à l'évidence, tout est à craindre de l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, au-delà de ses proclamations de fidélité à la République. Grand est le risque, effectivement, qu'elle procède à une destruction partielle, dans un premier temps, d'un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, ce qui, si la chose était poursuivie, pourrait déboucher effectivement sur un changement de régime politique. Mais encore une fois, je ne suis pas devin, je ne lis pas dans le marc de café, et il est difficile de prédire ce qu'il en sera.